Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de valeurs de croissance et plus particulièrement de valeurs qu'on pourrait qualifier d'hypercroissance. Ça, c'est à la suite de deux mails d'abonnés qui m'ont proposé des valeurs de ce type, dont le chiffre d'affaires présentait une croissance de plus de 20-25% par an, et aussi d'une discussion avec Charles, là, qui m'a aussi parlé d'une valeur de ce type. Alors, toutes ces valeurs qu'on m'a présentées, elles avaient comme point commun d'être de très bonnes entreprises, hein, d'excellente qualité, avec une croissance irréprochable, une situation financière saine, un bon marché avec de bonnes perspectives. Le seul problème, c'était le ratio de valorisation. Elles avaient des ratios de valorisation extrêmement chers, hein, c'est-à-dire des capitalisations sur capitaux propres au-dessus de 15, on avait des ratios valeur d'entreprise sur EBITDA au-dessus de 40, parfois au-dessus de 60. Ça m'embête un peu quand j'ai des ratios comme ça, même si l'entreprise est d'excellente qualité, parce que acheter à ce prix-là, c'est faire en fait l'hypothèse que l'entreprise va être capable de soutenir ce rythme de croissance pendant au moins 7 ou 8 ans, qu'on a des ratios capitalisation sur capitaux propres au-dessus de 15, il faut 7 ou 8 ans de croissance à 25% en fait pour retrouver des ratios à peu près normaux. Et ça, je ne sais pas faire en réalité, c'est-à-dire je suis totalement incapable de prévoir qu'une entreprise pourra réaliser une très forte croissance pendant 7 ans. Ce que je sais faire en tant qu'investisseur, c'est vous dire à l'instant T, à l'instant présent, l'entreprise est décotée par rapport à ce qu'elle possède. Ça, c'est ma démarche de base, ma sensibilité de base d'investisseur value. Je suis capable raisonnablement, si je comprends le business de l'entreprise, si je comprends son mode de fonctionnement, son marché, de prévoir un petit peu à 2-3 ans ce qu'elle pourra devenir, ce qu'elle pourra faire, ça oui, mais à 7 ans, 10 ans, ça devient vraiment très aléatoire. Donc ce que j'ai voulu essayer, c'est de tester, de chercher dans les screeners s'il y avait des valeurs de très forte croissance, un petit peu du type de celles qu'on m'avait présentées, mais avec des ratios de valorisation plus corrects et de voir ce que ça donnait dans les screeners. Donc j'ai fait ce travail aussi bien pour l'Europe que pour le monde et les résultats sont franchement intéressants. Je vous présente un peu ce qu'on trouve. Donc là j'ai sélectionné des valeurs dont la marge brute avait une croissance de plus de 25% par an sur une période de 3 ans, c'est-à-dire sur les 3 dernières années. Bon, j'ai essayé sur 5 ans, ça marche aussi, hein, les résultats sont assez similaires en fait. J'ai mis bien sûr quelques garde-fous sur le niveau d'endettement de la société pour m'assurer que c'est de la vraie croissance, que c'est pas juste une société qui rachète à tour de bras d'autres sociétés en s'endettant à fond et en les rachetant de préférence en haut de cycle hors de prix. Il y a des garde-fous de ce type, il y a des garde-fous sur les capitaux propres, sans être trop strict, hein, parce qu'il faut accepter quand on achète des valeurs d'hypercroissance qu'elles capitalisent beaucoup plus que leurs capitaux propres, ça c'est normal, mais pas 15 fois non plus, il y a quand même, donc j'ai mis des garde-fous et un dernier tri sur la base de scores financiers pour là aussi pour s'assurer que la valeur n'est pas surévaluée, n'est pas trop chère, même en tenant compte de sa croissance. Donc les résultats, vous voyez, on a des choses intéressantes avec des rendements annualisés ici de 27%. Et finalement une assez bonne régularité au fil des années. Vous voyez que le vert domine largement. Sur les marchés baissiers de 2018, parce que là j'ai quand même sélectionné principalement des small et mid caps donc dans le screener, vous voyez qu'il n'y a pas trop de dégâts. Hein, l'année 2018 qui avait été très mauvaise pour les small caps sort à plus 14. L'année de Covid, donc de 2019 au deuxième trimestre 2020, est négative évidemment, hein, parce que ça a été une période de très forte baisse, mais ça n'est pas catastrophique et tout de suite derrière on a un gros rebond. Donc ces stratégies, elles offrent de la régularité, de la performance au fil du temps et elles ne se font pas massacrer, contrairement à ce que je pensais. Je me disais, bon, les valeurs, les stratégies forte croissance, quand le marché se retourne, elles se prennent une raclée parce que les ratios de valorisation initiaux sont plus élevés que la moyenne du marché. Ben, pas vraiment, hein. Vous voyez que
Ça s'est pas si mal passé pendant la crise du Covid. On finit à moins 13%. Et quand on regarde le détail des valeurs, il y en a deux qui ont fait du moins 47, moins 58, et toutes les autres finalement subissent des baisses assez modérées avec deux valeurs positives. Si je pars maintenant sur les valeurs européennes, toujours en restant sur l'Europe, avec cette fois-ci croissance du chiffre d'affaires et plus de la marge brute à 22% sur 3 ans, on obtient là aussi un tout à fait bon résultat, 37% en performance annualisée. On a une bonne performance du screener, hein, y compris sur la période 2012-2013, y compris, mais là c'est pas suffisamment significatif pour être vraiment affirmatif, mais sur la période 2011-2012, crise de la zone euro, ça s'était pas mal passé. Sur les marchés défavorables 2018-2019 et 2019-2020 avec le Covid, vous voyez que les performances ne sont pas du tout catastrophiques, et le reste du temps, donc en sortie de crise, il y a un très gros rebond, et en année normale, c'est pas mal du tout également au niveau des performances. Ensuite, j'ai étendu cette stratégie à d'autres pays. Alors, j'appelle ça monde. En fait, j'ai pas pris les pays du monde entier parce que j'aurais eu des résultats artificiellement bons. Si je sélectionne tous les pays du monde, notamment l'Inde ou d'autres pays, on va tomber par moments sur des pays dans lesquels on a eu une forte inflation, et du coup le marché se met à monter en valeur nominale parce que la monnaie se dévalue, mais c'est pas pour ça qu'un investisseur depuis l'Europe aurait tiré profit de cette hausse. Donc j'ai pris des pays où il n'y avait pas trop d'inflation, assez connus, à Singapour, Hong Kong, le Japon, Thaïlande. J'ai mis la Russie quand même parce que c'est un marché décoté, mais voilà, j'ai pris quelques pays. J'ai pas mis les États-Unis parce que cette place est très chère. Malgré tout, on a là aussi de bons résultats, hein. Donc le screener, sur la base marge brute, il ressort à plus 36% en rendement annualisé sur la période de backtest, avec des résultats assez réguliers, à part l'année de crise de la zone euro qui a touché les pays émergents aussi. Mais vous voyez que toutes les autres années, ça sort de bonnes choses. Curieusement, donc l'année 2019-2020, où il y a eu à la fois la crise du Covid et la crise sociale à Hong Kong, donc c'était une année catastrophique pour l'économie hongkongaise. Le screener, avant le démarrage de la crise, avait retenu plein de valeurs de Hong Kong, ce qui était logique parce qu'elles avaient des ratios déjà intéressants. Et malgré ce problème-là, on n'a pas eu des résultats catastrophiques. Donc les autres valeurs hors Hong Kong ont bien performé. Il y en a une qui a quand même de Hong Kong qui a fait plus 492, et les autres s'en tirent avec des baisses, on va dire, normales, entre moins 13 et moins 49%. C'est tout à fait normal en situation de grande crise comme l'année 2019-2020. Donc des résultats intéressants, et en sortie de crise, grosse surperformance évidemment de la sélection. Donc ça, c'est pour la marge brute. Et sur le critère croissance du chiffre d'affaires, on a sensiblement les mêmes observations, hein, donc des rendements annualisés à 39 ou 40%. Là, c'est hors Japon, là, c'est avec le Japon. Ça ne change pas énormément donc les résultats. Vous voyez qu'on a des performances bien régulières des deux screeners sur l'ensemble de la période étudiée. Et là, même sur l'année de Covid, on ne s'en sort pas si mal. Il y a quand même une large dominante de valeurs en baisse, mais la performance moyenne est sauvée par trois valeurs ici. Le reste du temps, il y a une très large dominante, vous voyez, de valeurs qui sont dans le vert sur ce screener. Donc voilà pour ce point que je voulais partager avec vous sur les stratégies hypercroissance. Ce ne sont pas des stratégies qui s'avèrent spécialement dangereuses en situation de marché baissier. Elles ne font pas pire que les autres, loin de là, en situation de marché baissier. Et le reste du temps, vous voyez qu'elles offrent une bonne régularité dès qu'on met quelques garde-fous sur les valorisations, sur l'endettement, sur les scores financiers pour compenser le risque.
Donc je partagerai bien sûr ces screeners prochainement en faisant une toute petite mise à jour de la formation Ultra Baggers. Ça, j'ai déjà fait la vraie mise à jour d'Ultra Baggers, mais là je rajouterai juste en partage les critères de sélection et le mode d'emploi pour pouvoir utiliser ces screeners et ces stratégies hyper-croissance. Évidemment, je ne prétends pas du tout qu'on aura tout le temps des performances à 39 ou 40%. Hein. Là, on a un historique quand même qui repose sur 11 ou 12 ans. Tout ce que ces études montrent, c'est qu'on peut trouver pas mal de bonnes idées d'investissement grâce à ce type de stratégie.